On va essayer de tenir des délais raisonnables, puisque à 21 h, il y a des activités sportives, télévisuelles. Bien, je vais commencer par faire l'appel. Marie-Madeleine Hugues. Présent. Christophe Rambaud. Présent. Iba Pruno est excusé à donner pouvoir à Marie Razamoeli. Moussa Osturk. Présent. Anne Pasco. Présent. Jamel Malgui. Présent. Michel Brandon. Présent. Atif Khalid va arriver en retard. En attendant, il donne pouvoir à Christophe Rambaud. Marie Razamoeli. Boubacar Ba. Daniel Barré. Asma Mana Yamadi. Fatimata doit arriver en retard. En attendant, elle donne pouvoir à Miné Kayou. Adi Feberam est excusé. Miné Kayou. Alexis Christodoulou. Thierry Jolivet. Je l'ai vu tout à l'heure. Bon. Il va arriver, je pense qu'il va arriver. En attendant, il n'est pas là. Jacques Lalo. Eulalie Lama. Corinne Moutot. Francine Feuzor. Jean-Claude Renouf. Mario Tavares est excusé à donner pouvoir à Jean-Claude Renouf. Élodie Torres. Bruno Toine. Absent. Non. Cyril Faure. Michel Perrier. Patrick Gage. Virginie Durand. Farah Loiseau est excusé à donner pouvoir à Claire Prieux. Kassim Balaban. Claire Prieux. On désigne un secrétaire de séance. Qu'est-ce qu'on avait dit? Madame Minet. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bien, le quorum est largement réuni. Nous pouvons délibérer. Merci. Alors, dans l'ordre du jour, il y a l'adoption, il y a le PV du Conseil municipal du 6 mai. Est-ce que tout le monde l'a bien reçu? Ça, je n'en doute pas. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV? Je vous propose de l'adopter. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Il est donc adopté à l'unanimité. Oui, avant de commencer le Conseil, d'attaquer le premier point, Madame Loiseau n'est pas là, mais je tiens évidemment en votre nom à la féliciter pour son élection au Conseil départemental. Voilà. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire hier soir à elle et à son binôme, évidemment que nous souhaitons travailler ensemble au service de tous les Chalétois et des habitants du canton. Donc voilà. Délibération numéro 1. C'est un avis du Conseil municipal sur le projet de pacte de gouvernance et de confiance entre l'agglo et les communes membres. C'est Madame Hugues qui rapporte. Merci, Monsieur le maire. Arrivée de Monsieur Jolivet à 19h10. La loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a instauré la possibilité de mettre en place un pacte de gouvernance au sein des établissements publics de coopération intercommunale, EPCI. Ce pacte vise à organiser les relations entre les communes et leur intercommunalité durant la période de la mandature. L'un des objectifs de ce pacte est de permettre aux élus locaux de s'accorder sur le fonctionnement quotidien de leur EPCI au travers de plusieurs outils.
Dans ce cadre, le bureau communautaire peut prévoir les engagements réciproques de la communauté d'agglomération avec les communes membres. L'EPCI peut mettre en place une conférence des maires, un conseil de développement, créer des commissions spécialisées associant les maires et également définir des orientations en matière de mutualisation de services entre l'EPCI et les communes membres. L'introduction de l'article L. 5211-11-2 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, dans cette loi prévoit qu'après chaque renouvellement des conseils municipaux, le président de l'EPCI inscrive à l'ordre du jour un débat et une délibération sur l'opportunité et l'intérêt d'élaborer un pacte de gouvernance entre les communes membres et l'EPCI. Par délibération numéro 21-56 du 30 mars 2021, le Conseil communautaire a validé à l'unanimité la mise en place d'un pacte de gouvernance et de confiance pour la durée de la mandature entre les communes membres de l'agglomération montargoise. La commission intercommunalité s'est réunie le 29 avril 2021 pour examiner, amender, apporter des modifications à ce pacte de gouvernance. Elle a validé le contenu de ce pacte. Par délibération numéro 21-97 du 25 mai 2021, le Conseil communautaire a approuvé à la majorité absolue le projet de pacte de gouvernance et de confiance de la mandature entre l'agglomération montargoise et les communes membres. Suite à cette délibération, les conseils municipaux des communes membres doivent formuler un avis sur ce pacte dans un délai de 2 mois. Donc, il est proposé de donner un avis favorable sur ce projet. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, Monsieur Christodoulou. Chers collègues, je reste cohérent avec moi-même. J'avais voté contre ce pacte de gouvernance au dernier conseil d'agglomération. Je ferai de même aujourd'hui. Ce pacte prétend imposer l'unanimité concernant les décisions prises par l'agglomération. Cela est dangereux démocratiquement. Effacer le débat d'idées brouille les repères politiques des citoyens. Notre République connaît une situation dramatique avec une abstention abyssale aux élections régionales et départementales. Pensez-vous que les citoyens vont davantage se mobiliser si on efface les clivages politiques, si on efface le clivage gauche-droite? Le dégoût de la politique va s'accroître, c'est certain. Vouloir atteindre à tout prix le consensus conduit à tout mélanger, à une confusion généralisée, au point qu'on a vu le président de l'agglomération, qui se revendique sans étiquette, figurer en photographie sur un tract du Rassemblement national pour les départementales sur le canton de Montargis, et qui n'a exprimé aucun regret à ce soutien apporté à l'extrême droite. Merci. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bien, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Alors, 1, 2, 3, 4. Madame Loiseau est contre aussi. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Qui s'abstient? 1. Très bien. Donc c'est adopté. Merci. Délibération numéro 2. Créance éteinte concernant la restauration municipale. Donc, nous devons constater qu'un certain nombre de créances de la restauration municipale sont éteintes. Il s'agit de titres de 2016 et de 2017 pour 241,58 €. Ces créances étant éteintes dans le cadre d'un rétablissement personnel sur un dossier de surendettement, elles sont irrécouvrables. Voilà. Il est donc de les constater en tant que telles sur le budget principal de la ville au compte 6 542. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 3, des créances éteintes sur la restauration municipale. Il y a un ensemble de titres de 2019-2021 pour 857,29 € et 2 titres de 2019 sur le centre de loisirs pour 46,80 €. De la même façon, il s'agit d'un rétablissement personnel sur un dossier de surendettement. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions?
C'est donc adopté. Merci. Un rapport sur l'utilisation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, des SUC. Bon, vous savez que nous touchons au titre de la DSU des sommes importantes. Le total, c'est 2 millions pour 2020, 396 900. La loi nous demande de rendre compte de son utilisation. Vous avez reçu les détails de l'utilisation de cette DSC. Bon, c'est une délibération annuelle qui est très formelle. Nous avons affecté des sommes de DSC pour accompagner et protéger nos administrés pendant la pandémie. Nous avons mis différentes actions en place d'accompagnement. L'enveloppe concernant le Covid s'élève jusqu'à présent, parce que c'est peut-être pas terminé, 125 026. Voilà, achat de gel, aménagement divers pour permettre au personnel de travailler dans un maximum de sécurité et fourniture de masques grand public et dans nos écoles. Pour le CCAS, des actions en faveur des personnes âgées. Le CCAS, nous versons une subvention d'équilibre au CCAS de 190 000 €. Coût sur des services à caractère sociaux, la restauration municipale. Il faut évidemment que le budget de la commune vienne compléter la différence entre les dépenses et les recettes à hauteur de 772 458 €. Sur les activités scolaires et périscolaires, pareil, nous participons à hauteur de... Le budget de la commune finance à hauteur de 862 928 € la différence entre les dépenses et les recettes. Sur la crèche Casanova, c'est 333 779 et sur le service jeunesse, c'est 283 590. Sur la politique de la ville, un ensemble d'actions sont menées dans le cadre de la politique de la ville, même s'il y a des subventions de l'État complémentaires qui s'ajoutent à celles de la DSC. La ville finance à hauteur de 64 988. Et puis, les subventions versées aux associations en 2020 s'élevaient à 248 445. Voilà comment on peut justifier l'utilisation de cette DSC pour des activités à caractère, pour l'essentiel, social. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous propose de... C'est un rapport, il n'y a pas de vote. Je vous demande de prendre acte de ce rapport dont vous avez eu le détail. Délibération numéro 5 et numéro 6, 7 et 8. Ce sont des délibérations qui concernent le budget et les finances. Donc, je vais vous donner lecture du compte de gestion. Il est parfaitement identique au compte c'est le compte du receveur qui est parfaitement identique au compte administratif. Je vous donnerai lecture du compte administratif et après, une fois que le débat sera clos, je laisserai la présidence au doyen pour procéder au vote du compte administratif. Donc, délibération numéro 5, ça concerne le compte de gestion du trésorier municipal concernant l'exercice 2020. Les résultats de ce compte de gestion, qui sont rigoureusement identiques à ceux du compte administratif 2020, sont les suivants. En investissement, un déficit de clôture de 832 668,91. En fonctionnement, un excédent de clôture de 2 187 793,87 €. Donc, je vous propose d'adopter la délibération suivante. Après s'être fait présenter le budget primitif, on vous donnera le détail dans la lecture du compte administratif, en fait. Et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le receveur municipal accompagnés des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnance C, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
1. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, statuant sur les valeurs actives. Après en avoir délibéré, le Conseil déclare que le compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2020 par le receveur municipal visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Arrête ce compte de gestion au résultat de clôture suivant. Section d'investissement en déficit de 832 698,91. Section de fonctionnement excédent de 2 187 793,87. Bon, c'est le compte de gestion. On va voir du détail dans le compte administratif que je vais vous présenter ensuite. Donc, je vous propose qu'on adopte ce compte de gestion qui est celui de l'ordre du percepteur, sur lequel on n'a pas la main, évidemment. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Donc, libération numéro 6, compte administratif. Je vais vous donner lecture du rapport de présentation. Mesdames, Messieurs, au-delà des écritures comptables, le compte administratif reste le meilleur indicateur de la gestion financière dans l'exécution du budget communal, ainsi qu'un outil indispensable aux projections budgétaires à venir. La crise sanitaire ayant impacté de plein fouet l'activité économique déjà difficile, les dotations de l'État toujours en baisse, tout cela nous a incité à respecter notre cadre budgétaire. Cela nous a permis, comme pour les années précédentes, de vous présenter un compte administratif 2020 excédentaire. La crise liée au Covid a fait diminuer nos recettes liées aux diverses activités des services municipaux. Une enveloppe de 125 026 € a été créée pour l'achat de différents produits et aménagements nécessaires imposés par la gestion de la pandémie. Un encadrement constant de la masse salariale et une gestion rigoureuse des ressources humaines a permis de maîtriser les dépenses réelles de fonctionnement qui se maintiennent à presque 66% des dépenses réelles de fonctionnement. L'annuité de la dette a augmenté de 13,56% cette année suite à l'emprunt effectué en 2019. Les résultats que je vais vous présenter se traduisent par un excédent global net de 581 032,64, soit une diminution de 321 691 par rapport à 2019. En application de la nomenclature comptable M14, l'excédent de fonctionnement couvre en priorité le déficit d'investissement. Le solde est reporté l'année suivante. Alors, résultat de l'exercice 2020, dépenses 4 millions en investissement, 4 522 091. Recettes 3 689 422. Résultat antérieur de l'exercice 2019, 1 676 815. D'où un déficit de clôture de 2 509 484. Fonctionnement, dépenses 16 544 275. Recettes 18 732 069. Résultat antérieur de l'exercice 2019, 902 723. D'où un excédent de fonctionnement de 3 90 517 21. D'où un résultat global de, si on prend l'excédent de fonctionnement et on retire les déficits d'investissement de 581 032. Cet excédent permettra de couvrir une partie des nouvelles dépenses en fonctionnement et le solde en investissement. Malgré cela, nous avons dû avoir recours à un emprunt en 2021. Les principales évolutions constatées. Dépenses réelles 2020, hors opération d'ordre, 15 927 463. Dépenses réelles 2019, elles étaient de 16 523 637, soit une baisse de 3,61%. Côté recettes, nous avons eu une baisse de même ordre de 3,94%, soit 766 055 de recettes en moins. Alors là-dedans, il y a bien sûr, tous les services qui ont été fermés, il n'y a pas eu de recettes de la part des usagers. Ça a été la crèche, les centres de loisirs, la restauration municipale, la piscine, toutes les activités où il est demandé une participation des usagers. Sur un certain nombre de services publics, nous avons des financements de la CAF, par exemple, puisque nous avons un contrat important avec la CAF, la prestation de service de la CAF, elle est versée en fonction de l'activité.
S'il y a moins d'activités, il y a moins de prestations de services. Donc, nous avons aussi perdu des recettes CAF. Et ça va se poursuivre en 2021, puisqu'il y a un certain nombre d'argent versé par la CAF sur des activités qui n'ont pas eu lieu, donc on doit les rembourser. Cette baisse des dépenses et des recettes est une conséquence de la pandémie due à la fermeture des écoles, de l'interdiction des activités de certains services municipaux, restauration municipale, ALSH, les festivals, les spectacles. De plus, la CAF n'a pas procédé à l'ensemble des versements attendus, ce qui était prévisible au vu des structures sans activité. Les régularisations s'effectueront en 2021. Évolution des dépenses de la capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement se mesure par la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Ceci permet de préciser le montant d'autofinancement destiné à financer les dépenses d'investissement après déduction du capital de la dette. Pour ce calcul, il est préférable d'extraire les dépenses et recettes exceptionnelles des comptes 67 et 77 afin que le résultat soit comparable d'année en année, bien sûr, et non perturbé par des éléments exceptionnels. La capacité d'autofinancement de 2020, ainsi calculée, s'élève à 1 695 083. Je rappelle que la capacité d'autofinancement en 2019 était de 1 672 570. Donc l'autofinancement a augmenté légèrement de 22 000 €. Aucun emprunt n'a été contracté en 2020. L'examen des données synthétiques, donc ce sont des ratios par habitant. Vous les avez sous les yeux, tous. Vous avez tous les ratios, donc je ne reviens pas dessus. Le ratio, donc les dépenses réelles de fonctionnement par habitant, les produits des impôts directs par habitant, les recettes réelles de fonctionnement par habitant, les dépenses d'équipement par habitant, la dette par habitant, la DGF, les dépenses de personnel, la marge d'autofinancement courant, la part des dépenses d'équipement et alors on nous met que le ratio de la part des dépenses d'investissement est à relativiser sur une année car le programme d'équipement s'étend souvent sur plusieurs années. Le pourcentage 2020 est beaucoup plus bas car il n'y a pas eu de reste à réaliser sur l'investissement suite à la mise en place du nouveau type de vote du budget et la transposition des comptes. Puis surtout, c'est qu'on a un gros chantier qui a été arrêté complètement, qui n'a donc pas donné lieu à dépenses d'inscription au titre de ce compte. Ça, je parle de la piscine. Le niveau d'endettement, il diminue également puisqu'on n'a pas emprunté en 2020. Les principaux investissements réalisés en 2020. Si on prend l'ensemble des dépenses de la section d'investissement, qu'on retire le remboursement du capital de la dette et les opérations d'ordre, on a un investissement utile de 3 512 861. Ces sommes ont servi à, entre autres, l'achat des postes informatiques et tablettes, la poursuite et la fin de la réhabilitation de l'espace Marlin, la construction, là, on parle en termes, ce sont des flux financiers, hein, c'est pas technique, évidemment. Ces chantiers sont terminés depuis un certain temps, mais il y a des flux financiers qui se sont poursuivis. L'école Makeba, les travaux sur les bâtiments de la police municipale, les espaces verts de la base de loisirs, les travaux de réhabilitation de la base de loisirs, la quatrième tranche, les travaux de voirie. En conclusion, le compte administratif 2020 se caractérise par un excédent de 581 032 qui sera repris dans le budget supplémentaire, un autofinancement à hauteur de 1 695 083, un niveau d'investissement de 3 512 861. Bon, après, vous avez la délib reprend tous ces chiffres sous forme de tableau. Je pense que vous les avez sous les yeux, mais ce sont les mêmes chiffres, hein, donc je ne les redonne pas. Est-ce qu'il y a donc des questions sur ce compte administratif, Monsieur Gage? Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, nous avions souhaité, lors des conseils précédents, avoir plus de précisions sur les comptes et je tiens à vous remercier, vos services parce que ces précisions ont été apportées.
En particulier, nous avons pu recevoir les comptes établis par l'État, donc le comptable de l'État, bilan, compte de résultat, balance. Donc voilà, donc nous sommes satisfaits de la précision apportée. Deuxième point, je tiens à dire que même si nous ne sommes pas d'accord avec tous les aspects de votre politique, il ne s'agit pas ici ce soir de se prononcer sur ce sujet, mais de se prononcer sur la régularité des comptes. Il s'agit bien de ça ce soir. Et donc nous voterons ce compte administratif car nous n'avons pas de désaccord sur la régularité et nous vous remercions des précisions apportées qui nous permettent de mieux comprendre la gestion de la commune. Très bien, merci, M. Gage. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. Balaban. Merci, Monsieur le maire. Je partage tout à fait ce qu'a dit mon collègue Patrick Edge. Donc, je vous remercie également de la précision et merci également aux services qui ont fait un gros travail sur ce sujet-là et qui ont pu nous transmettre dans les délais incroyables quand même, et très rapides et très réactifs par rapport aux documents que nous avons reçus. Alors moi, j'ai juste une question, c'est vraiment pour savoir, c'est lorsque je regarde le ratio numéro 1 et le ratio numéro 2, ce qui veut dire qu'on a une dépense réelle de fonctionnement qui est 2 fois plus que les produits des impôts directs par habitant. Et la question, c'est, sans augmenter les impôts, bien sûr, je précise, comment pourrons-nous augmenter ce produit des impôts directs par habitant? Je dis bien par habitant, c'est-à-dire comment faisons-nous pour augmenter le nombre d'habitants sur Chalette-sur-Loing qui est en diminution depuis quelques années, comme nous savons tous, et quels seraient les aspects et également les leviers afin de pouvoir avoir plus d'habitants sur Chalette, afin que ce produit des impôts directs par habitant augmente et qu'il y arrive en équation avec les dépenses réelles de fonctionnement. Un ratio, c'est un numérateur et un dénominateur. Hein, donc, les deux peuvent bouger dans un sens positif ou négatif. Et augmenter la dégradation du ratio ou l'améliorer. Bon, donc, il est bien évident que les impôts directs, avec la disparition des impôts perçus par la commune, que ce soit la taxe professionnelle hier, la taxe d'habitation maintenant, le produit des impôts directs est quelque chose qui va être maintenant, pour ce qui est de la part de la taxe d'habitation, gelé au niveau de 2000, de la mise en place complète de la taxe d'habitation pour les 80% des ménages qui en sont totalement exonérés aujourd'hui. Voilà, sachant qu'il y a encore 20% des ménages dont l'exonération va se poursuivre sur 21, 22, 23. Voilà. Donc, pour les 80% des ménages qui ne payent plus la taxe d'habitation depuis cette année, l'État nous verse une compensation qui est figée. Voilà. Elle est figée, donc ça ne bougera plus. C'est comme l'agglomération nous verse une attribution de compensation qui compensait, il y a 20 ans, la perte par la commune de la taxe professionnelle. Cette attribution de compensation, elle est figée au montant où la mise en place de l'attribution de compensation, c'était en 2001, c'est-à-dire qu'on a perdu en 20 ans l'inflation sur cette enveloppe. Donc, d'abord, l'enveloppe ne peut augmenter maintenant que par l'augmentation physique des bases, puisqu'on n'a pas bougé les taux. Elle ne peut augmenter que par la variation physique des bases du foncier bâti. Voilà. Et donc, effectivement, le foncier bâti, les bases augmentent au rythme des constructions neuves ou des agrandissements. Je pense qu'on a eu la crise de 2008 qui avait stoppé il y a 10 ans, donc mis un frein à l'investissement locatif. On sent que maintenant, depuis quelques mois, c'est reparti. On le voit dans les transactions immobilières, mais on le voit aussi dans les acquisitions foncières. Donc on peut espérer que, et on le voit si on se promène dans la rue, qu'il y a des maisons qui se construisent. Voilà. Voilà, donc on peut espérer que, évidemment, la masse
de la valeur locative cadastrale va augmenter. Maintenant, le nombre d'habitants a baissé sur les 20 dernières années en raison de la politique de renouvellement urbain, d'une part, et d'autre part des phénomènes démographiques normaux qui sont la décohabitation, le desserrement et la décohabitation des ménages. C'est facile à comprendre. Nous avons construit beaucoup de lotissements dans les années 70-80. Sur ces 30 dernières années, beaucoup de personnes ont accédé à la propriété dans des pavillons ou ont accédé à des pavillons sociaux. Dans ces familles où il y a 20 ans ou 30 ans, il y avait les parents et 2 enfants, ou 3 enfants, ou 4 enfants. Et notamment, on voit dans certains lotissements d'habitation sociale ou d'habitation privée, des grands pavillons aujourd'hui, des F4, des F5, où il n'y a plus que 2 personnes qui vivent dedans, voire une. Donc ce phénomène de décohabitation, qui est un phénomène naturel, générationnel, dans le cadre d'un parcours résidentiel, tout simplement c'est parce que les enfants quittent la maison, ou il y a aussi la décohabitation, donc tout simplement les séparations, ce qui fait qu'une famille qui occupait un logement en occupe aujourd'hui 2 ou 3. C'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Et donc, si la production de logements neufs n'est pas suffisante pour absorber et la décohabitation, le desserrement et le renouvellement aussi technique du patrimoine, parce que le patrimoine vieillit, donc à un moment donné, il peut être obsolète et les maisons ne sont plus habitables. Donc, s'il n'y a pas assez de production de logements neufs suffisante pour assurer le renouvellement technique du logement, la décohabitation et le desserrement, il n'y a plus assez de logements pour accueillir de la croissance démographique. D'autant qu'on a eu des politiques de renouvellement urbain aussi, voilà, qui ont accentué la chose. On sent depuis quelques temps maintenant que, c'est pas qu'on sent, c'est que les chiffres de l'INSEE montrent que la diminution de la population est stoppée et que nous regagnons maintenant de la population. Voilà. Et nous avons on a en ce moment un certain nombre de projets privés sur la commune, sur des projets en accession à la propriété ou en location, qui, j'espère, vont nous permettre de relancer la construction de logements neufs aussi sur la commune. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais laisser la présidence à monsieur... tu peux le faire, tu viens là ? Oui, c'est mieux. Donc, je vais laisser la présidence à monsieur Renouf, le doyen de notre Assemblée. Bonsoir à tous et à toutes. Monsieur le maire vient de vous présenter le compte administratif 2020 du budget principal. Ce compte présente les résultats suivants. En investissement, un déficit de clôture de 2 509 484,57 €. En fonctionnement, un excédent de clôture de 3 90 517,21 €. Je vous propose donc de procéder au vote du compte administratif et de l'arrêter conformément aux résultats de clôture ci-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté à l'unanimité. Merci. Monsieur le maire. Bien.
Quel est le résultat du vote? Adopté à l'unanimité. Très bien, merci Monsieur Renouf. Eh bien, écoutez, chers collègues, je vous remercie de votre confiance renouvelée. Je signale donc l'arrivée dans dans l'hémicycle, non, dans la salle de réunion, de Monsieur Khalid, de Madame Fatimata Sow et de Madame Loiseau. Bien. Délibération numéro 7. Donc, on va, maintenant qu'on a constaté qu'il y avait des excédents, on va les affecter. Donc, le compte administratif 2020 du budget principal fait apparaître un excédent en recettes de fonctionnement d'un montant de 2 187 793, conformément à l'instruction budgétaire et comptable M14 aux articles L 311-5 R 23 L 2311-5 et R 2311-12 du Code général des collectivités territoriales. Il convient d'affecter ce résultat, sachant qu'en priorité, il doit couvrir le solde d'exécution de la section d'investissement, à savoir le déficit de 2 509 484. Voilà. Donc on reprend, c'est le même tableau que vous avez adopté avec le compte administratif. Je ne le relis pas. Il est ainsi proposé d'affecter en recette au compte 1068, chapitre 10, en section d'investissement, la somme de 2 787 547,71, de reporter le solde de moins 2 509 484,57 en dépenses de la section d'investissement au compte 1, chapitre 1, d'affecter en recette au compte 2, en section d'investissement, la somme de 302 970,50. Voilà, la décision, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous propose d'adopter l'affectation de ces résultats. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Nous avons maintenant une décision modificative qui est un budget supplémentaire, entre guillemets, puisque nous intégrons les résultats, voilà, que nous venons d'affecter, et il faut les intégrer comptablement. Donc, vous avez reçu le projet de décision modificative. Donc, en investissement, il a fallu, en dehors du déficit reporté de l'excédent de fonctionnement capitalisé de 2 787 et du déficit d'investissement reporté de 2 509, qui sont liés à l'affectation des résultats et au report. Nous avons des dépenses supplémentaires pour environ 280 000. Il s'agit pour l'essentiel, ça a été vu en commission des finances, vous avez la liste. Concession, droits similaires, c'est pour des logiciels. 38 000 €, c'est les mises aux normes d'ascenseurs, notamment l'hôtel de ville. 7 350, c'est des travaux à la cuisine centrale. Nous avons un plus et un moins de 22 000 pour les travaux du stade de Lancy, c'est tout simplement un changement de ligne comptable. Du matériel informatique, téléphonie pour le centre aquatique. Donc, on a presque 100 000 € qu'il faut rajouter pour le centre aquatique, pour l'installation informatique. Des plus et des moins sur Aragon, un moins de 13 545 à la maison des associations et un plus de 16 905, donc il y a juste le solde. Sur le terrain bâti, c'est des changements de ligne, budget comptable. Sur l'annexe du centre de santé à Vézines, c'est des dépenses supplémentaires pour différentes installations, matériel, outillage, au compte 2158 pour 18 255. Au 2181, c'est de l'agencement, des travaux d'agencement divers, 22 855.
et du matériel informatique pour 12 000 €, ainsi que des travaux sur le réseau d'électrification pour 3 700 €. Une somme dépensée en 2020, mais qui n'avait pas été engagée, de 52 494 sur l'achat de différents véhicules. Et puis après, des moins au 21-21 sur des achats d'arbres et d'arbustes, moins 9 000. Des moins au 21-88 sur les aires de jeu. Enfin, c'est en investissement, ça, oui, évidemment. C'est un jeu d'écriture entre les lignes 21-21, 21-88 et 23-15. Voilà. Puisque les trois sommes s'annulent. Ça, c'est pour l'investissement. Pour le fonctionnement, la même chose, en dehors du résultat de fonctionnement reporté de 302 970 en recettes, nous avons un complément en recettes, un complément d'impôt direct pour 8 910 et une recette supplémentaire par rapport au budget primitif de 15 000 € de l'État sur le contrat de ville pour l'activité sur le festival au lac pendant l'été. Nous avons, pour équilibrer la section, inscrit 13 400 € en dépenses imprévues, des fournitures de petits équipements, 1 000 €, c'est pour acheter un détecteur de faux billets, des formations du personnel qui devaient être inscrites au BP qu'on n'a pas inscrit, c'est pour 12 840. Alors il y a plusieurs sommes sur les dépenses de personnel, ça fait à peu près 77 000 €, il me semble. Il y a 12 840 au 61,84. Enfin, il y a 1035 €, et je crois qu'il y a encore autre chose, oui, 18 850 toujours dans le même article, et 3 800 €. Les subventions aux associations, nous rajoutons nous inscrivons 129 305 € qui n'avaient pas été inscrits au budget primitif. Et nous rajoutons, parce que c'est lié à un bug sur le logiciel Cyril au moment de la saisie du budget primitif, et on rajoute 2 000 € pour les croqueurs, nous y viendrons tout à l'heure, et 4 000 € pour les vélos électriques. Et nous rajoutons là aussi 36 670 € pour les carburants qui n'avaient pas été inscrits à cause du même bug au budget primitif. Donc nous avons une section d'investissement équilibrée en dépenses et en recettes à hauteur de 2 787 546 et une section de fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes à hauteur de 326 880. Est-ce qu'il y a des questions sur cette décision modificative qui vaut budget supplémentaire? Je vous propose de l'adopter. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 8, bilan des sessions et acquisitions 2020. Monsieur Osturk. Merci, Monsieur le maire. Donc, conformément à l'article 11 de la loi du 8 février 1995, le conseil municipal doit être informé de l'ensemble des cessions, acquisitions et échanges fonciers réalisés par la ville, soit directement par son mandataire. Un bilan et un rapport doivent être joints au compte administratif de l'exercice budgétaire concerné que nous venons de voter. Donc, concernant les acquisitions pour l'année 2020, il y en a eu deux. Donc, une parcelle cadastrée BC 412-413, rue de Villemandeur, d'une superficie respective de 29 m² et 8 m² acquise dans le cadre de l'alignement de la rue de Villemandeur. Donc, c'est une régularisation foncière. Une deuxième acquisition d'une parcelle cadastrée BH 270, rue de la Ronce, d'une superficie de 4 838 m², acquise pour constituer une réserve foncière dans le cadre du projet d'aménagement de la zone à urbaniser de la Ronce. Voilà, il y a eu seulement deux acquisitions pour l'année 2020, et pour les cessions ou échanges, il n'y en a pas eu en 2020. Voilà le rapport. Donc ce rapport ne donne pas lieu à un vote. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions?
Délibération numéro 10, une convention de groupement de commandes avec l'âme pour la requalification de la rue du Guéobiche. Monsieur Barré. Il n'est pas là. Il est où? Il était bien là, il y a 5 minutes. Le voilà revenu. Hein? Quoi? Bien, délibération numéro 10. Monsieur Daniel Barré, convention de groupement de commandes avec l'âme pour la requalification de la rue du Guéobiche. À vous la parole. Excusez-moi. Oui, alors concernant la convention de groupement de commandes pour la requalification du Guéobiche, la requalification de la rue Guéobiche constitue la dernière phase de la requalification globale du site du lac et de la base de loisirs. Après les aménagements paysagers et les équipements de loisirs et la construction du nouveau centre aquatique, il s'agit de travailler sur l'espace public desservant ces équipements. Les espaces naturels et préservés qui bordent cet axe, à quelques pas du canal de Briard et de l'Euro-Vélo, numéro 3, la Scandibérique, conduiront à aménager les espaces tout en préservant cette harmonie. Pour ce faire, les aménagements proposés permettront de donner la priorité au déplacement des piétons et des cycles en site propre, confortable et de qualité, de végétaliser l'ensemble du parcours avec de nouveaux arbres et des plantations adaptées, de traiter les eaux pluviales de façon raisonnée, infiltration. Et enfin, il est prévu une séparation des flux des véhicules pour améliorer la sécurité et canaliser la vitesse. Cet axe reste un axe routier important car il relie la RD 2007 au site du protocole de l'entreprise Hutchinson. Pour l'ensemble de ces travaux, l'AME a accepté de déléguer la maîtrise d'ouvrage à la commune, qui sera donc à terme remboursée de l'ensemble des dépenses induites, y compris les frais de maîtrise d'œuvre à partir de la phase ACT, assistance au contrat de travaux. Le montant des travaux, 1 498 936 €. L'agglomération montargoise prendra à sa charge directe la mission SPS, l'étude amiante, le repérage des réseaux. L'agglomération montargoise et la commune conviennent que les remboursements de travaux de la commune n'interviendront qu'en 2022, au plus tôt après le vote du budget principal 2022, à une hauteur de 600 000 €, soit 720 000 € TTC, et que le CID ne sera remboursé qu'en 2023, au plus tôt après le vote du budget principal 2023. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Donc nous avons, évidemment, c'est une négociation qui est avec l'AGLO pour qu'elle finance l'ensemble des travaux de la dernière phase, qui, comme ça, ne seront pas à la charge de la commune. L'AGLO n'envisageait ces travaux qu'en 2022, voire 2023. Donc nous avons obtenu, en discussion avec l'agglomération et ses services, que la ville obtienne la maîtrise d'ouvrage déléguée qui nous permette d'engager les travaux tout de suite. Bien sûr, il nous faudra les préfinancer et l'AGLO nous remboursera la totalité des sommes sur 2 exercices. Ça fait des sommes importantes, vous voyez bien. Et j'ai souhaité qu'on puisse faire cela puisque nous allons prochainement réouvrir le restaurant sur le lac. Enfin, nous, quand je dis nous, le restaurant sur le lac va réouvrir prochainement, j'espère dès la semaine prochaine. Et nous allons terminer les travaux de la piscine. Donc il serait bien qu'au plus tôt, les travaux d'aménagement de la rue du Guéobiche soient réalisés. Et que, voilà, que l'ensemble de ce vaste projet engagé il y a 5 ans de requalification de l'ensemble de la base de loisirs puisse se terminer avec le centre aquatique, évidemment. Surtout qu'il y aura un lien, un parvis, enfin il y aura un aménagement routier qui va relier le parvis du centre aquatique et l'accès à la baignade. Voilà. Et donc la sécurisation de tout cela. Est-ce qu'il y a donc, pour pouvoir faire tout ça, il faut administrativement signer une convention de groupement de commandes avec l'agglomération.
Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 11. Convention de groupement de commande avec l'âme pour des travaux de voirie, avenue du Général Leclerc. Monsieur Barré. Excusez-moi. Concernant la convention concernant l'avenue du Général Leclerc, l'AME souhaite engager des travaux d'aménagement de sécurisation piétons avenue du Général Leclerc entre la rue Condorcet et la rue de la Fonderie, qui seront d'intérêt communautaire. Cette voie étant une route départementale RD 740, ex-RN7, et l'éclairage public restant à la charge de la commune, il est nécessaire de constituer avec l'AME un groupement de commandes par le biais d'une signature d'une convention. Les travaux consistent à aménagement des trottoirs, plantation, stationnement, bandes cyclables, éclairage public. Le montant des travaux. Les travaux seront financés par l'agglomération montargoise, sauf les aménagements qui resteront à la charge de la commune. Changement des mâts, changement des lanternes LED, d'éclairage public. Le coût total des travaux est de 270 000 €, soit 324 000 € TTC. La part de la commune, soit 35 000 €, soit 42 000 € TTC, représentant 12,9 du montant des travaux. Échéancier de l'opération, les travaux seront réalisés d'ici fin 2021 et terminés début 2022. Le budget est prévu sur 2021 et le remboursement se fera en 2022. Très bien. Pardon. Vas-y. Il est proposé d'approuver la convention du groupement de commande avec l'AME relative à ces travaux. Très bien. Bon, vous savez ou pas que l'agglomération a pris dans ses compétences l'aménagement des accotements des routes départementales, des routes départementales en agglomération. Donc ça veut dire que sur toutes nos routes départementales, c'est à l'agglo de financer la réalisation des trottoirs et des accotements. Voilà. Donc c'est dans le cadre de cette compétence-là que l'agglo réalise ses travaux. Donc, je vous propose de voter ce groupement de commandes. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Merci. Délibération numéro 12, une convention avec la ville de Montargis pour la fourniture de repas entre le 15 juillet et le 27 août. Madame Pascot. Oui, merci Monsieur le maire. À plusieurs reprises, la ville de Montargis a pris en charge l'élaboration des repas pendant les périodes d'été lorsque notre cuisine centrale était fermée pour travaux. À son tour, la ville de Montargis nous a sollicité pour la fourniture de repas du 15 juillet au 27 août 2021 en raison de travaux programmés sur sa cuisine centrale. Le nombre de repas à fournir serait de 150 repas par jour pour les accueils de loisirs, le centre de vaccination et les 2 crèches et pour une période de 15 jours. Vu la demande de la ville de Montargis et la mise à disposition d'un agent de sa cuisine centrale, il est proposé de fixer le tarif du repas à 3,15 €, toutes taxes comprises. Les modalités de cette mise en œuvre sont détaillées dans la convention jointe que vous avez tous pu lire, je pense. Et puis, donc, à savoir que c'est un peu un prêté pour un rendu, puisque chaque fois qu'on a eu besoin de faire appel à la cuisine centrale de Montargis, ils ont répondu présent, donc c'est un peu normal qu'on les sollicite, qu'on réponde oui lorsqu'ils nous sollicitent. Donc, je vous propose d'approuver cette convention et d'en autoriser la signature. Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 13, le projet éducatif 21-26. Madame Pascot. Donc, dans le cadre de la politique éducative de la ville de Chalette, il convient de prendre en compte les différents constats et évolutions des besoins de la population afin de définir le projet éducatif de la ville pour la période de 2021 à 2026. Donc, prenant en compte les différents diagnostics, réponses aux questionnaires proposés à la population, aux associations, les axes prioritaires sont définis pour une réponse adaptée aux spécificités du territoire. Ce document permettra aux services municipaux de construire leurs projets de service, de structure aux partenaires institutionnels et financiers éventuels et aux autres acteurs éducatifs du territoire et permettra aux autres
partenaires institutionnels et financiers éventuels et autres acteurs éducatifs du territoire de mieux appréhender la vision de la municipalité en termes d'éducation et de s'inscrire dans cette démarche, et bien sûr aux familles de voir la traduction des orientations du projet politique de 2021 à 2026. Donc, ce projet éducatif qui est mentionné au deuxième alinéa de l'article L227-4 du Code de l'action sociale et des familles est décrit dans un document élaboré par la personne physique ou morale organisant l'accueil de mineurs dans des centres de vacances et des accueils de loisirs sans hébergement. Le projet éducatif, c'est un fil conducteur, un cadre global qui donne la lisibilité des valeurs et orientations de la municipalité en matière de politique éducative sur le territoire et il définit les objectifs de l'action éducative. Il est à destination des chalétois et autres bénéficiaires des dispositifs mis en place, des partenaires institutionnels et associatifs, des acteurs municipaux en charge du développement de projets de services et ou de structures en cohérence avec les valeurs étendues par la ville et les orientations définies. Alors ce projet éducatif, vous l'avez eu en annexe du conseil municipal, pas sur la convocation du 28 juin, mais vous l'avez eu 2 ou 3 jours plus tard dans sa forme finale et définitive. Donc, je suppose que vous avez tous pu en prendre connaissance. Je ne vais pas le redétailler parce qu'on y passerait beaucoup de temps. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter le présent projet. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? De toute façon, il s'agira après de faire vivre ce projet éducatif avec les intéressés eux-mêmes en direct, mais aussi avec toutes les institutions avec lesquelles nous sommes amenés à travailler. Bien, donc je vous propose d'adopter ce projet éducatif. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 14, plan de relance, socle numérique dans les écoles élémentaires, projet de convention avec l'Éducation nationale. Madame Pasco. Dans le cadre du plan de relance du ministère de l'Éducation nationale, la commune a répondu à un appel à projet pour le socle numérique de base dans les écoles. Ce plan de relance permet aux collectivités de financer des équipements informatiques dans les écoles élémentaires en bénéficiant d'une subvention de 50 à 70%. Pour la ville, le coût prévisionnel pour l'équipement des écoles élémentaires Makeba et Barbus s'élève à 22 474,94 € TTC pour une subvention demandée de 15 732,45 € TTC. Le dossier a été déposé en mars 2021 sur la plateforme dédiée et une réponse positive du directeur académique est parvenue le 10 juin 2021. Le formulaire de conventionnement a été adressé par mail le 21 juin 2021. Dans ce document, une délibération du conseil municipal doit être fournie pour autoriser le maire à signer la future convention qui permettra d'engager ces dépenses. Donc, il s'agit de 2 chariots de 25 ordinateurs portables chacun, avec tout l'équipement nécessaire, raccordement, etc., etc. Donc, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et tout autre document afférent dans ce cadre. Très bien. Je vous propose donc de voter cette convention. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 15. La programmation culturelle pour la saison 2021, c'est l'approbation et l'autorisation de signer les contrats afférents. Monsieur Khalid. Merci, Monsieur le maire. Donc, je suis déjà très heureux de présenter cette délibération parce que le monde de la culture a énormément souffert avec la crise sanitaire et je remercie les services qui se sont mobilisés de manière très efficace pour pouvoir proposer une programmation de septembre à décembre pour l'instant et qui réfléchissent déjà à la suite, donc de janvier 2022 à juin 2022, avec la volonté de mobiliser un maximum d'artistes et d'artistes régionaux. Donc pour la délibération, en raison donc du contexte sanitaire du début d'année, la nouvelle saison culturelle se déroulera de septembre à décembre 2021, car aujourd'hui il est difficile de pouvoir se projeter au-delà et beaucoup sont
sont déjà, reçoivent beaucoup de sollicitations de la part de beaucoup de collectivités. Donc il a été difficile de pouvoir se projeter plus que décembre 2021. Donc sur la base du document qui a été communiqué à l'ensemble des élus, je vous invite à approuver les programmes proposés dans le cadre du budget prévisionnel élaboré et à autoriser Monsieur le maire à signer toutes les conventions afférentes, notamment les contrats de cession de droits avec les artistes et prestataires concernés. Je crois que vous avez le listing en pièce jointe. Très bien. De précision, on peut les donner. Bon, enfin, ça a déjà été vu en commission. Je vous propose donc de voter donc l'approuver, et autoriser à signer le contrat pour cette programmation culturelle pour la fin de l'année. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 16. Convention de prestation avec la compagnie Jeu est un autre pour redynamiser la vie culturelle chalétoise. Monsieur Khalid. Donc, dans le prolongement de ce que je viens d'évoquer en début de prise de parole, afin de redynamiser la vie culturelle chalétoise, lourdement impactée par la crise sanitaire, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention de prestation avec la compagnie Jeu est un autre. Cette convention prévoit, en lien avec les services municipaux et en soutien avec eux, l'intervention de cette association auprès de plusieurs publics, sur plusieurs lieux et sur des actions culturelles variées, afin d'atteindre les objectifs suivants. Redynamiser la pratique culturelle des Chalétois, associer les Chalétois à la construction de leur environnement culturel, notamment dans les quartiers, redonner une visibilité aux hangars comme lieu de vie culturelle pour tous, réinvestir les quartiers culturellement en relation avec le tissu associatif et animer des collaborations interservices sur des projets définis. Et permettre enfin à la ville de réaffirmer le hangar comme lieu de création professionnelle, notamment par le biais de résidences d'artistes. Pour ce faire, la compagnie Jeu est un autre facturera à la commune la somme de 15 000 € environ par an, répartie comme suit. 10 000 € pour les salaires des intervenants et 5 000 € pour les frais d'organisation. Ce budget a été calculé pour une fréquence moyenne d'1 jour de travail par semaine sur 36 semaines. Il est précisé que l'association n'est pas soumise à la TVA. Il est proposé d'approuver cette convention et d'en autoriser la signature. Très bien, bon, ça aussi, c'était vu en commission. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 17. Convention de prestation avec la compagnie Jeu est un autre pour la création d'ateliers théâtre. La pratique artistique étant un élément fondamental pour le développement personnel, il a semblé nécessaire d'offrir aux usagers, et notamment aux Chalétois, à compter du 1er octobre 2021, un service inexistant à ce jour, en signant une convention de prestation avec la compagnie Jeu est un autre pour créer des ateliers de pratique théâtrale et d'expression corporelle. Ces ateliers seront d'une durée d'1 heure pour les enfants, d'1 heure et demie pour les adolescents et de 2 heures et demie pour les adultes, et se dérouleront au hangar, à raison d'un atelier par semaine hors vacances scolaires. La tarification trimestrielle de ces ateliers aux usagers sera la suivante. Donc, enfants de 8 à 11 ans, hors commune, 80 €, pour les Chalétois, 40 €. Adolescents de plus de 11 ans à 17 ans, hors commune, 120 € et pour les Chalétois, 60 €. Adultes à partir de plus de 17 ans, 150 € hors commune et 75 € pour les Chalétois. Le coût annuel de ces prestations est estimé à 16 540 € par an, correspondant au salaire des intervenants, compensé partiellement par les tarifications ci-dessus indiquées. Il est précisé que l'association n'est pas assujettie à la TVA. Très bien, donc ça c'est un projet culturel qui permettra de faire vivre également le hangar comme lieu de résidence d'artistes et d'activités en direction de Chalétois. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 18, convention de collaboration avec l'agglomération pour l'utilisation des locaux et des installations du hangar et la mutualisation de matériel et de la billetterie. Monsieur Khalid. La commune met la culture au centre de ses actions et projets. C'est ainsi qu'elle souhaite apporter son soutien à l'agglomération dans l'organisation de ses manifestations culturelles et tout particulièrement dans le cadre de sa programmation en mettant à disposition de l'EPCI
les locaux et équipements du hangar. Comme chaque année, il est proposé de signer une convention de collaboration avec l'agglomération afin de mutualiser pendant 1 an sur le site du hangar la billetterie, la programmation et le matériel technique. Très bien. Donc une convention habituelle, un renouvellement de la convention de collaboration avec le hangar, avec la LAM. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Une subvention exceptionnelle au profit de l'association Les Croqueurs de Pavés. Monsieur Khalid. Dans le cadre de l'organisation du Festival des Arts de la Rue, organisé chaque année début septembre sur l'ancien site industriel Vandeleuven, l'association chalétoise Les Croqueurs de Pavés sollicite la commune pour une subvention exceptionnelle à hauteur de 3 500 €. S'agissant d'une action essentielle pour l'association et les habitants et au vu de l'évolution du contexte sanitaire qui devrait en permettre le bon déroulement, il est proposé de répondre positivement à cette demande. Et je tiens à préciser que c'est un festival qui attire beaucoup de chalétois et une réussite chaque année, donc il est normal de procéder à cette... de les soutenir et le contexte sanitaire s'améliorant, on peut espérer une belle réussite pour le mois de septembre. Très bien, c'est une aide normale dans le contexte actuel. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté, merci. Délibération numéro 20, la grille tarifaire du centre aquatique Claude Blain. Monsieur Rambaud. Oui, le nouveau centre aquatique Claude Blain, dont les travaux se terminent, devrait ouvrir les portes en fin d'année ou tout début d'année prochaine. D'abord, un certain nombre d'entre vous l'ont visité samedi dernier, et puis pour ceux qui n'ont pas pu, on aura d'autres visites. Aussi, il est nécessaire de fixer les tarifs des différentes activités qui seront proposées dans ce nouvel équipement. Donc, la proposition de grille tarifaire que vous avez reçue avec l'ordre du jour, qui a fait l'objet de plusieurs réunions de travail, et là aussi, je voudrais remercier les collègues de la commission, parce qu'on a eu plusieurs réunions très, très constructives sur ces délibérations, a été donc adoptée en commission municipale et donc annexée à la présente délibération. Si vous avez des questions, vous avez le tableau avec les activités qui ont lieu dans la piscine, dans la nouvelle piscine. S'il y a des questions, on peut y répondre. On a retiré les comités d'entreprise pour l'instant, parce qu'il y a un problème technique avec notre logiciel apparemment, et puis on se reposera la question d'ici l'automne. On aura le temps encore de se reposer des questions avant l'ouverture. Bien, je vous propose d'adopter ces tarifs en vue de l'ouverture, et ces tarifs nous servent surtout à la société de prestation de services de les rentrer dans le futur nouveau logiciel du centre aquatique. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 21, tarification du service enfance-famille. Madame Asma Manaï Amadi. Le micro. Pardon. Le service enfance-famille propose des ateliers parents ainsi que des activités partagées parents-enfants labellisées REAP, réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Les tarifs fixés datant de 2016, il convient donc de les réactualiser et de définir les modalités d'inscription. Il est proposé de retenir les principes suivants. Modalité d'inscription. Toute participation aux activités payantes est soumise à l'adhésion annuelle. Sont accueillis aux ateliers les ménages composés au minimum d'un enfant mineur à charge, excepté pour l'activité sportive où le ménage doit être composé au minimum d'un enfant de moins de 11 ans. Lorsque l'activité se déroule sur plusieurs séances, les usagers s'engagent à participer à l'ensemble de programmes. Le nombre de participants étant limité, la priorité est donnée aux chalétois et aux usagers inscrits à une seule activité proposée par le service durant cette période. L'adhésion annuelle par ménage et pour une année scolaire, 5 € pour les chalétois et 10 € hors commune. L'espace parent, ateliers hebdomadaires, couture, théâtre, sport, etc. Prestations trimestrielles par personne, 5 €. Activités ponctuelles d'une demi-journée, prestations par séance et par personne, 2 €. Animation, repas, conférences, prestations par activité et par personne, 8 € pour les chalétois et 12 €
hors commune. L'activité ponctuelle d'une demi-journée, on avait dit 2 euros. Et voilà, activité, c'est même plan. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les modalités d'inscription et la tarification des ateliers enfance-famille tels que précisés ci-dessus. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous propose d'adopter ces tarifs. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 22. Recrutement d'agents pour accroissement saisonnier d'activité. Madame Hug. Merci, monsieur le maire. Conformément à l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de la collectivité sont créés par l'organe délibérant. Il est proposé d'autoriser le maire à créer les postes suivants dans les conditions fixées par l'article 3.2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. 4 postes d'adjoints d'animation territoriale à temps non complet à raison de 28h50 hebdomadaires afin de recruter des animateurs en fin de stage pratique BAFA pour l'accueil de loisirs sans hébergement pendant la période d'été. Un poste d'adjoint d'animation territoriale à temps non complet à raison de 28 heures hebdomadaires afin de recruter un directeur de structure dans le cadre des actions mises en place par le service jeunesse pendant la période d'été. 2 postes d'adjoint d'animation territoriale à raison de 20 heures afin de recruter 2 animateurs pour les dispositifs d'été. La rémunération s'effectuera par référence à la grille indiciaire afférente au grade d'adjoint d'animation territoriale et variera selon les fonctions, diplômes et l'expérience professionnelle des candidats retenus. Très bien. Emploi saisonnier. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération 23. Recrutement d'un agent pour accroissement temporaire d'activité. Conformément à l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant sur dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il peut être fait appel à du personnel non permanent en application de l'article 3.1 relatif au recrutement pour accroissement temporaire d'activité de la loi du 26 janvier 1984 pour une durée maximale de 12 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat pendant une même période de 18 mois consécutifs. Il est donc proposé d'autoriser, Monsieur le maire, à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l'article 3.1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et de créer les postes suivants. Un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet à raison de 16 heures hebdomadaires pour les besoins du service entretien et restauration scolaire. La rémunération des emplois d'adjoint technique s'effectuera par référence à la grille indiciaire afférente au grade d'adjoint technique territorial et variera selon les fonctions, diplômes et l'expérience professionnelle du candidat retenu. L'agent devra disposer d'une expérience significative dans une fonction similaire. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Libération 24, mise à jour du tableau des effectifs. Il est nécessaire de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs de la manière suivante. Création de 2 postes à temps complet d'adjoint d'animation territoriale, création d'un poste de brigadier-chef principal, création d'un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet à raison de 20 heures pour permettre la stagiairisation d'un agent en contrat aidé au terme de son contrat. Dans le cadre de la campagne d'avancement de grade au choix, il est nécessaire de procéder à la création des postes suivants pour permettre aux agents promus d'être nommés. Un poste de rédacteur principal 2e classe, 2 postes d'adjoint technique principal 2e classe, un poste d'adjoint d'animation principal 1re classe,
un poste d'ATSEM principal première classe. Dans le cadre de l'ouverture du futur centre aquatique, il est nécessaire de procéder à la création de 4 postes d'éducateurs des activités physiques et sportives à temps complet pour assurer les missions de maître nageur sauveteur. Création de postes d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet pour assurer l'entretien et la surveillance de l'équipement. Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Merci. Délibération numéro 25, c'est le compte-rendu de la délégation d'attribution au maire. C'est une décision numéro 13, c'est ça 2021, c'était en fait la ligne de trésorerie de 800 000 € qu'on a souscrit conformément à la décision du conseil municipal. Voilà, donc cette délibération clôt notre conseil municipal. Nous nous retrouverons maintenant en septembre, autour de la 3e semaine de septembre. Voilà. Bien, écoutez, merci à toutes et à tous. C'est notre dernier conseil municipal de l'année, sauf de l'année scolaire. Depuis qu'on est élu, quoi. Ça fait un peu. C'est le dernier conseil municipal avant les congés. Voilà, et je souhaite de bons congés. Voilà.